Alors, bonjour et bienvenue au podcast Quel artiste? Mon nom est Élie Gagné, également connu sous le nom de Élie Woods. Je suis musicien professionnel, chanteur et producteur musical dans la région de Granby, au Québec. La série Quel artiste que vous écoutez à l'instant est un projet qui vise à faire découvrir et connaître des artistes établis dans la région de Granby et les cantons de l'Est qui sont peu connus du grand public. Alors, grand public à l'écoute, merci d'être là et bon épisode. Ce podcast est produit en collaboration avec la ville de Granby et avec une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles. Merci à la ville de Granby de permettre la mise en lumière des artistes de notre région. Pour mon premier épisode, je reçois Amé Laoni et Étienne Chagnon. Salut. Amélie, Étienne, salut, comment ça va? Salut! Hey, ça va bien, Crime, on est ton premier épisode. Premier épisode de la série. Cool. Ouais. Écoute, je suis vraiment content, un peu fébrile, mais... Ben, nous aussi, parce que c'est notre premier podcast. Oh, à nous aussi, donc wow. un baptême on est un collectif. first collectif, let's go. On va tous s'auto-casser les uns les autres, ça va être parfait. Écoutez, pour commencer, là, souvent, j'essaie de poser une question pour mon premier podcast à vie. Là, quand j'ai fait beaucoup de podcasts dans toute ma vie, vous comprenez que j'essaie de poser une question qui throw off un petit peu. Qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner? Puis comment ça vous a fait sentir? Hey, tu vas avoir la réponse. Regarde bien ça. C'est Vas-y. que depuis quelques mois, Étienne et moi, on fait des jeûnes intermittents. Alors, à la question, qu'est-ce qu'on a mangé pour déjeuner? Rien. Oh mon Dieu. J'ai bu un thé vert ce matin. Ouf. Ouais, toi, moi, je me suis rendu à 10h30. À 10h30, j'ai mangé un petit toast au beurre de pinot. Il a fallu que tu craves, là, c'est ça. C'est... OK, c'est correct. Ça arrive. Mais je respecte. C'est vraiment révolutionnaire en passant. Ouais. On n'est pas venu ici pour parler de jeûne intermittent, mais c'est assez révolutionnaire. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que c'est Juan de chez Cool qui a été le premier à me parler de ça. Wow. Donc, tout est dans mon tout, grand-père tu vois. m'en parle à toutes les Noëls. Il fait ça, ton grand-père? Mon grand-père fait ça. Wow. Aïe. T'avais regardé ça? Oui. Puis est-ce qu'il sent qu'il y a plus de vitalité, d'énergie? J'imagine. Wow. Écoute, en tout cas, il fait encore ses 60 longueurs tous les jours. Fait que, Incroyable. Je pense que oui. OK, ton grand-père, il faut que tu l'invites à ton podcast, là, comme saison 2, personne inspirante. Moi, j'en ai parlé à mon père, puis il était moyen d'accord, je te dirais. Ouais. Il fallait son boost tous les matins. Là, En tout cas, c'est pas grave. Faut pas partir du sujet. OK, donc... Bon, on va revenir sur le sujet. Donc, vu que cette série est faite pour faire découvrir des artistes établis depuis longtemps, donc vous, je sais que ça fait longtemps que vous œuvrez dans le milieu, mais les personnes qui écoutent, peut-être qu'ils ne savent pas. Alors, vous êtes qui? Qui êtes-vous? La brève histoire de Amé Laoni, la brève histoire d'Étienne, ça ressemble à quoi? Mon Dieu, on commence par où? On commence par où? Vas-y, fais ça court. Ben, en fait... Amé Laoni, au départ, c'était Amélie Larocque. C'était mon prénom et mon nom de famille. Moi, j'ai rencontré Étienne quand j'avais 19 ans. Puis ensemble, on a travaillé dans les premières années sur un premier album, justement, qui est sorti sous le nom de Amé Laoni, complètement indépendant, qui a fait... De Amélie Larocque. Excuse-moi, de Amélie Larocque. Okay. Ouh, là, Je t'écoute. Merci de suivre. C'est parce que ça doit être à cause du jeûne intermittent, en fait. Des fois, tu perds des bouts. Oups. Mais non. Donc, il y a eu ça, Amélie Larocque. Après ça, il y a eu quand même plusieurs années où est-ce que on a navigué à trouver, parce qu'on avait envie de changer le style, on avait envie de changer la direction, mais on savait pas trop par où aller. Puis à travers ça, Étienne, il avait sa carrière de pigiste, multi-instrumentiste, musicien, directeur musical. Donc, on n'était pas comme à temps plein sur ce projet-là. Puis avec les années, en 2018, si je me souviens bien, on a vraiment parti notre maison de disques, Oblique Records, notre compagnie incorporée, 50-50 actionnaires, vraiment comme let's go, on y va. Puis pour pouvoir éventuellement aller se chercher des aides gouvernementales, puis on savait que ça allait être une question de temps, puis ça se pouvait que ça prenne du temps. Finalement, ça a été plus fluide qu'on pensait, mais il a quand même fallu faire nos preuves non seulement qu'artiste, mais en tant qu'artiste entrepreneur, là, vraiment les preuves tangibles que ce projet-là allait vivre. Fait que de ça, la maison de disques, et on a sorti le premier album sous le nom de Amé. Okay. A-M-E, accent aigu. Accent aigu, oui. Oui, okay, c'est sa couleur. Sa couleur. Ça a eu vraiment quand même un bon succès. On est content. Je te dirais que la raison pour laquelle on a changé encore de nom pour Amé Laoni, c'était vraiment... écoute, on est vraiment pas fous, ça, je peux te dire, là.
c'est que c'était vraiment une question de découvrabilité. C'est qu'on se rendait compte que, et on se faisait dire ça par plusieurs partenaires, plusieurs collaborateurs, que c'était très difficile de me trouver sur Spotify, un peu partout. Wallet seulement, c'est très peu pour tous les réseaux sociaux qui existent. Ouais, on y reviendra, mais en fait, il y a un petit cours 101 de genre de nom à ne pas choisir. Et on était un excellent exemple d'un nom à ne pas choisir. Je pense qu'on cochait toutes les cases. On cochait toutes les cases. Toutes des lettres majuscules, un E accent aigu, un nom court. C'est ça. Et voilà, 3 en 3, ça marche. Anyway, je te laisse continuer. Non, mais c'est ça, en fait. Parce que j'ai commencé exactement comme ça. Ça fait bon ça. OK. Donc, Amé, en 2018. Ouais, avec l'album Sa couleur. Okay. Mais on était vraiment, tu sais, notre maison de disques et tout ça, nos partenaires, on a vraiment commencé à avoir cette collaboration-là avec d'autres personnes parce qu'il faut dire qu'avant, j'étais pas... j'avais un management, mais bon, le restant, on était comme un peu cet enflottement. Puis on s'est dit, ben tant qu'à pas avoir ces ressources-là autour de nous, tant qu'à pas l'avoir, notre label, on va le faire. Puis je suis pas en train de dire, genre, il n'y a pas un label qui voulait me signer. Mais il n'y avait quand même pas un label qui voulait me signer quand même. Ouais. Mais au-delà de ça, je pense que c'est juste qu'on était vraiment impatients. Puis je trouvais que les délais qu'on me donnait, genre, ah ouais, c'est intéressant ce que tu fais. Mais là, selon notre agenda, on n'est pas disponible encore. Viens-nous dans 2 mois. Moi, j'étais comme, je m'arrachais les cheveux. À vous voir aller, je sais que vous êtes des faiseurs. Vous aimez prendre contrôle de qu'est-ce que vous faites. Puis ça a tellement de sens quand tu t'expliques tout ça. J'étais comme juste impatiente. Puis j'étais comme, il faut qu'on fasse notre business. Et c'est ce qu'on a fait. Wow. Fait qu'il y a eu Amé. On a eu du succès avec ça, on a eu des médias, on a eu, tu sais. Puis après ça, il y a eu Amé Laouni, album Le Tournant. Puis on a appelé ça Le Tournant parce que on avait envie qu'il y en ait un tournant, que ça soit significatif. Ça en a été un quand même. Parce que ça a été un peu plus, je te dirais, cet album-là qui nous a ouvert les portes vers la France. Puis là, ben, on est en plein dedans en ce moment, là, dans le développement vers la France. À essayer de trouver les bons partenaires. Autant au Québec qu'en France, c'est pas évident. Là, vous êtes indépendant, puis vous cherchez à vous faire connaître en France ensemble. C'est quand même... Ouais. Wow. C'est un bon défi. Méchant défi. C'est un très bon défi, mais on est très choyés et je te dirais que plus ça va, plus on sent l'appui de notre industrie ici au Québec. Parce que je te dirais que l'enjeu avec mon projet, c'est que ce n'est pas nécessairement au départ un projet qui est fait pour le Québec. Puis je dis ça sous toute réserve parce que je sais qu'aujourd'hui, tous les projets peuvent être entendus, écoutés, vus, tu sais, puis je veux dire, il y a beaucoup d'originalité, beaucoup de diversité dans notre paysage musical québécois, mais ça reste que ce projet-là est très fortement influencé de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe en France, plus précisément. Donc, au départ, de se faire aider par des ressources québécoises, des vitrines qui sont subventionnées par le Québec pour aller en France et tout ça. Tu me diras si c'est trop du chinois à maner ce que je te dis. C'est qu'au départ, en fait, c'était plus difficile parce que ce réseau-là encourageait principalement les artistes qui, déjà, ici, ça rayonnait puis ça shinait. Exact. Rayonner puis shiner, c'est la même affaire, mais en tout cas, je voulais deux synonymes. Bon. On voulait accentuer le mot, c'est ça que ça a fait, c'est parfait. Et donc, ça a été quand même, je te dirais, ardu. Puis encore là, même en faisant notre développement à l'international, il a fallu être vraiment baveux de notre bord puis faire OK, mais on va le faire OK, mais on va faire ça. Ah, ils veulent pas, ben parfait, on va faire ça. T'sais. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est qu'à force de le faire par soi-même, ben à un moment donné, c'est ça, c'est que les pairs puis les gens autour, ils commencent à voir le travail qui est fait, à voir les résultats. Puis là, en ce moment, je me suis jamais sentie autant appuyée par mon industrie du Québec par rapport au développement qu'on est en train de faire à l'international. Ça prend toujours quelqu'un pour lead the way, faire le chemin pour d'autres. Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de faire ça ou ça ressemble à quand on a ouvert Oblique Records. En fait, on l'a ouvert en 2017 pour l'album qui est sorti en 2018. Ouais. J'aime ça que tu dises ouvert, comme si c'était comme un... Ben, ça a été, c'est comme on avait ouvert un magasin. Le magasin Oblique Records. C'était pas un magasin, mais oui, donc la compagnie, on a créé l'entité en 2017 pour l'album de 2018. Ce que je veux dire par là, c'est que... toi, tu m'as fait pas mon idée. Non, vas-y, je t'en prie. Attends, je vais revenir. Oui. Donc, vous avez créé le chemin pour d'autres. Hey, t'as-tu vu? Il dit que c'est de ma faute. Oui, c'est de ta faute. Je t'ai fait perdre ton idée. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à Oblique? Que je m'en rappelle plus. C'est pas grave, on y reviendra. OK. Non, mais c'est bien que tu commences à comprendre notre C'est parfait. dynamique. Une belle dynamique. J'ai des questions là-dessus pour plus tard. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, Amé, je vais faire chacun de vous un peu séparément, mais Amé, tu as fait énormément de choses dans ta carrière. Tu as commencé à chanter. Est-ce que tu as commencé à écrire en premier? Parce que toi, tu es une
autrice, compositrice et interprète, mais tu as fait une carrière en tant qu'autrice, que tu as écrit des textes pour, je nomme pour le public ici, des textes pour des artistes tels Jérôme Couture, Deux Frères et Marc Dupré, qui a gagné le Félix de l'année, de la chanson de l'année en 2016, avec Marc Dupré, Ton départ. C'est toi qui as écrit le texte, c'est incroyable, quand même. Je veux dire, la plupart du public ne saurait pas ce fait. T'as sorti 3 albums depuis le début de ta carrière, puis dont en France, comme on vient de parler, justement. Mais ça a commencé comment, ta carrière, en général? Comment Je sais que là, c'est la question de base. Là. Est-ce que tu chantais quand tu étais jeune? Comment t'as appris la musique? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais voulu faire autre chose que ça. Okay. Mais au départ, c'était vraiment chanter. OK. Puis... Quand je suis rentrée au cégep en musique, je me souviens de dire « Ah, j'aime ça, faire des mélodies sur mes chansons, mais je vais me trouver des auteurs parce que j'ai pas envie d'écrire. Parce que moi, j'haïs ça le français, puis j'haïs ça la poésie, puis le machin, tout ça. » C'est donc ironique, ça. C'est fou, hein? Puis j'ai fait beaucoup d'interprétations avant de faire de la composition. Okay. Puis l'interprétation m'a permis d'analyser beaucoup de textes, puis de savoir après ça qu'est-ce que j'avais envie d'écrire, moi. Mais j'étais un peu intimidée, je te dirais, par les textes que j'apprenais. Je faisais du Brel, du Ferré, du Pierre Lapointe, beaucoup des grands, la grande poésie, des grandes métaphores. Puis je me disais, non, mais moi, je suis pas capable de faire ça. La poésie lyrique, c'est comme... Fait que je me disais, je suis pas capable de faire ça. Oui. Puis après, je te dirais que c'est grâce à Étienne que j'écris mes chansons. En fait, non, c'est vrai. Ben moi, j'accompagnais une interprète au départ. Tu sais, quand on s'est connus, Amé, c'était une interprète. Puis... T'accompagnais une autre interprète, Non. J'accompagnais une interprète. J'accompagnais toi. Puis ta manière d'interpréter était aussi haute à cause que tu comprenais bien les textes, que tu réussissais à faire de quoi avec le texte. Ça m'aidait à jouer ce que j'ai besoin de jouer. Et là, le fait de comprendre et d'être capable d'analyser autant des textes, c'était pas des petits textes là, que tu analysais, là, c'est des grosses affaires. À un moment donné, tu me les expliquais, puis ça m'aidait à jouer encore mieux, puis à t'accompagner mieux. J'ai fait, hey, t'es connais, t'es comprends. Là, dis-moi, j'ai jamais vu personne qui peut comprendre et analyser des textes comme ça. Moi, pour moi, il faut que t'en écrives, il faut qu'il se passe de quoi. Toute ta connaissance de... Puis là, bien évidemment, elle ne voulait pas, elle ne me croyait pas. Puis à un moment donné, j'y ai tendu un piège, j'ai fait écrire un petit texte pour une affaire, puis là, ça a commencé, on ne serait pas écouté cette chanson-là, maintenant. Non, d'accord. Le texte était tel que tel, mais il fallait toujours bien que je commence à quelque part, puis que je me fasse confiance. Puis de là... quelle année environ? Mon Dieu, c'était en 2012? Non, avant. 2010, avant ton premier album. Ouais. 2010, probablement, quelque part comme ça. Ouais. Peut-être même un peu avant. Donc, tu es en train de me dire que ça fait que 6 ans après avoir commencé à écrire des textes, tu as gagné le Félix. C'est fou, par exemple, ce que tu me dis là. Oh mon Dieu, ça me fait une émotion. Mais, non, mais c'est à réaliser. Écoute, mais il faut comprendre que c'est incroyable. Être baveux, c'était être baveux dans plusieurs pans de notre vie, autant comme entrepreneur entrepreneur de la musique en général que pour avoir joué des instruments que je n'étais pas supposé de jouer. Fait des chansons que peut-être n'étais pas supposé de faire, tout ce que tu as fait pour les premières chansons pour Jérôme, puis tout le kit, tu sais. J'ai l'impression... est-ce qu'on se coupe de partout? Mais j'ai l'impression que ce que tu faisais par être baveux, c'est preneur de risque. Ça se peut-tu? C'est-tu plus ça que tu faisais? Ou... Preneur de risque. Et n'ayant pas peur, c'est comme... Je vais donner un exemple vraiment précis par rapport à ça. C'est que là, tu parles du fait que j'ai écrit pour d'autres, mais j'ai aussi écrit et composé pour d'autres. Jérôme en particulier, les Deux Frères. En fait, toutes les chansons des Deux Frères, j'ai toujours fait parole musique. Je pianote. Tu pianotes. Mais tu sais, composer, là, ça veut dire faire une mélodie avec des accords, puis après ça, t'envoies ça au réalisateur, puis lui, il fait comme son travail et tout ça. Fait que c'est comme de la co-composition, on va dire ça comme ça. Tu sais, j'ai pas fait les arrangements des albums pour qui j'ai fait des chansons complètes. Mais c'était vraiment comme une création. Est-ce que tu envoies soit guitare-voix, piano-voix, puis là, tu as comme la chanson complète. Puis avec Jérôme, dans le temps, ça avait vraiment avec Jérôme Couture que ça a commencé. C'est vraiment lui qui m'a ouvert la porte du... C'était en 2015, 14? C'est dans le fond, dans l'année que Jérôme a fait la voix. Donc, on est en 2012, là. On est en 2012 parce que je me souviens que j'ai Ariel, ma fille, qui est tout petite.
parce que je l'allaite. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une télé à la maison, parce qu'on n'en avait pas avant. Puis j'étais comme là, la nuit, c'est vraiment poche. Cause à effet. Et je me mets à écouter. Et je me mets à écouter la voix. Wow. C'est le premier épisode, pas premier épisode, mais première grande saison. Oui, exactement, vrai, de la voix. Tu sais, il y a plein de gens que je connais qui passent soit en tant que participant ou en tant qu'artiste performeur de la soirée. C'est vraiment débile. Dont Jérôme, que je connaissais, que j'avais fait déjà des choses avec lui. Puis je fais juste approcher en lui disant « Hey, j'aimerais ça essayer de t'écrire une chanson. » Puis il est comme « Let's go! » tu sais. Et j'envoie une première chanson qui s'appelle « Amoureux », qui est sur son premier album. Paroles et musique. Cette fois-là, paroles et musique. Ouais. Jérôme refait des arrangements, puis tout ça, parfait, ça passe. Mais là, il me dit « Là, Amé, il dit en ce moment, c'est pas tant des tunes complètes qu'on a besoin. On a besoin d'un auteur qui va écrire sur une mélodie déjà placée. Là. Okay. T'as vraiment comme la mélodie, puis tu dépasses pas une syllabe de plus. Puis... Fait que t'as-tu déjà fait ça? Je dis « oui. » Oui, sure. Non, mais tu comprends. Fait que, tu sais, j'ai fait, oui, j'ai déjà fait ça. Tellement. Il dit, parfait. Il dit, je t'envoie 2 mélodies de, oh mon Dieu, pourquoi tout d'un coup? As-tu Tino Iso? Ouais. 2 mélodies de Tino Iso, 2 musiques. Okay. Tino Iso, c'est un gars qui a fait des choses avec des artistes internationaux, dont Céline Dion. OK. C'est ça. C'est une petite fille de chez nous, ça dit pas. Fait que moi, je reçois 2 musiques de Tino Iso. Et lui, en plus, toujours habitué de travailler avec la même auteur francophone. Pire que ça, je pense qu'il voulait pas nécessairement travailler avec quelqu'un d'autre. Là, lui, il était un petit peu avec le X en avant. Il était pas baveux. Non. Il était pas baveux, lui, il était conservateur. Il était conservateur, c'est ça. Okay, mais le point, c'est que je reçois ça, puis c'est ça, il faut que je fasse une... je fais ça. Let's go! Mais je me souviens que pendant ces moments-là, on avait on était partis... moi, j'avais eu un contrat j'avais des contrats avec la Place des Arts, une affaire qui s'appelait Duo des Arts. C'est ça. On faisait un show en Suisse, un show en France, un show en Belgique, un show au Canada. Okay. Puis là, c'était le bout de l'aventure où est-ce qu'on était parti, c'était-tu Suisse-Belgique qu'on venait de faire, ou je me rappelle plus quel. Mais j'avais des textes à faire. On était dans l'aéroport. Je le faisais à l'aéroport. Ouais. Mais oui. Tu sais, la fille, en tout cas. Mais non, mais inspiré par les gens qui passent, écoute, c'est tellement plus inspirant que tu dis ça, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle « Je reviens chez moi » de Jérôme sur cet album-là. Mais clairement. Et c'est sur une musique de Tino Iso. Inspiré par ça. Wow. Et ça dit genre « Je reviens chez moi ». C'était comme je m'ennuie, c'est le temps de revenir. Bref. C'est une belle affaire, c'était beau. Moi, c'est les images qui me restent de ça, c'est beau. T'es dans un coin de l'aéroport, puis tu chantes avec ton téléphone. Puis c'est vraiment ça pourrait être un vidéoclip. Je le vois là dans C'est vraiment hot, là. C'est vraiment super. Je me souviens aussi de ce moment-là. Et là, on fait des parenthèses sur parenthèses, mais quand on était... Ce projet-là, Duo des Airs, était avec 3 autres artistes, dont un artiste français, un dénommé Eddie de Pretto, qui était pas connu dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est un artiste huge en France. Et je me souviens qu'il m'avait dit hey, ça pourrait être cool, on pourrait coécrire ensemble, mais tu sais, la vie passe et tout ça, puis on l'a jamais fait. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. En fait, que j'ai pas toujours écrit, puis que au départ, je pensais vraiment pas que j'allais écrire. Puis là, tu vois, il y a eu Jérôme Couture, et après ça, il y a eu Marc Dupré, parce que c'est Marc Dupré qui s'occupait de l'album de Jérôme et tout ça. C'était comme son mentor. Et ce qui est fou, c'est que Ton départ, c'est la première chanson qu'on a fait ensemble. Oh my God! C'est crazy. Des bombes comme ça, là, mais en même temps, tu sais, puis je veux dire, je le prends, puis je suis vraiment contente et très fière de cette victoire-là, d'autant plus qu'on était en compétition cette soirée-là avec les 2 frères, avec la chanson Nous autres, qui avait tellement tourné partout. Tellement. Ça a été comme hyper surprenant, en fait, de gagner la chanson de l'année. 2 chansons que tu as écrites. Non, pas nous autres. Moi, j'ai fait, mettons... Léo Gagné, c'est ça? Exactement. Le plus gros hit des 2 frères, c'est Léo Gagné. Qui a d'ailleurs été en nomination comme 2 ans plus tard, je pense, au Gala de la Disque. Bref. Mais tout ça pour dire que, de gagner ça, ça a été intense. Mais je pense que ça a été un mix de beaucoup de choses. Le thème que Marc voulait parler était très, très sensible et très... je pense que pour les gens, ça leur parlait beaucoup. Ouais. Très clairement, parce que moi aussi, j'ai des frissons quand j'écoute cette chanson-là. Des fois, il y a des chansons de Marc Dupré que je n'apprécie pas vraiment, mais c'est très personnel. Mais celle-là, genre, peu importe si tu aimes ou pas, c'est très, très bon. Je pense que tout est là, justement, pour aimer. Justement, l'écriture... toi, tu performes live aussi beaucoup depuis quelques années, justement, depuis le début de ta carrière, en fait. Là, mais de plus en plus de spectacles plus arrangés, plus placés, avec des chorégraphies. Comment est-ce que la performance live a affecté ton écriture ou le contraire? J'aime ça, c'est une bonne question, ça. En fait, je dois dire aussi que, oui, c'est vrai qu'il y a eu une période, justement, pendant le AMI, plus électropop, où est-ce qu'on avait vraiment des chorégraphies placées. Là, on est un peu plus fluide, mettons, à ce niveau-là, mais ça reste que oui, ce qui se passe sur le stage est très important. Je sais pas si c'est tant, mettons, ce qui a été placé
pour faire le show qui va m'influencer dans mon écriture, mais clairement, la rencontre avec le public va vraiment beaucoup influencer mon écriture. Yeah. Puis j'ai l'impression, Étienne a fait énormément de tournées. T'as un background de... Écoute, ouais, on va parler d'Étienne dans pas long. Et le point, c'est qu'il a tourné... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a tourné énormément. Puis le rapport que je veux faire par rapport à moi, c'est que moi, j'ai pas tant tourné. Okay. J'ai fait de la tournée avec Jérôme Couture. Justement, après son album, j'ai été choriste avec lui. Nice. Ça a été cool, on a fait... Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Je veux pas dire qu'il me manque, parce que j'essaie de pas être dans le manque là, dans ma vie, mais que j'ai envie. Là. J'ai envie de reproduire. Là. Puis tout ce qu'on est en train de faire, même justement avec la France, on focalise beaucoup sur l'artiste de scène. Okay. Parce que cette rencontre-là avec le public, je ne l'ai pas fait assez, je trouve. Et je l'ai fait dans des contextes où est-ce que j'étais dans l'univers de quelqu'un d'autre, ce qui est super, mais ce qui n'est pas la même affaire. Non, tellement pas. Parce que là, tu décides d'amener les gens dans ton univers, puis tu poses des questions que tu as envie de poser, tu mets la vibe que tu as envie de mettre, tu réponds par rapport à leur réaction. Mm-hmm. Donc, c'est... Puis, il faut dire aussi qu'en France... il y a vraiment une belle réceptivité. Puis je dis en France, il y en a une aussi au Québec, mais je veux dire, c'est juste qu'on a plus d'occasions en France de le faire. Okay. Puis devant plus de public, puis on sent là, qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a juste quelque chose qui arrive avec... c'est pas qu'il y a eu nécessairement plus d'action de notre part vers la France que vers le Québec, même potentiellement au contraire. Je veux dire, ça fait plusieurs années qu'on travaille le Québec, mais il y a quelque chose avec la France que rapidement, on était là au mois de février, tout le monde danse, ça chante les paroles, ils savent les chansons déjà. Oh mon Dieu. Quand on leur demande de participer on leur demandait, on cassait les chansons du EP, on cassait jouer pour jouer pendant cette tournée-là. La tournée, en fait, pendant la tournée de novembre et à ce spectacle-là de février. Puis il y a une partie où on fait chanter les gens, puis que ça n'a pas rapport. Il a fallu qu'on les arrête. On avait fini, c'était la première partie de Chien Noir, on avait fini notre temps, il fallait qu'on finisse avec En vrai, je sais pas, qu'on voulait prendre le temps de recalmer la foule puis de faire la vraie finale. Mais là, ils n'arrêtaient plus de chanter. Il fallait que les arrête. Fallait les arrêter, on savait plus. On avait fini notre temps presque. Non, mais en fait, on a eu... À la limite, moi, je me disais, OK, là, j'y vais comme en warrior. Là. C'est une première partie, les gens sont pas venus pour te voir toi. Là. Ils s'en foutent un peu de la petite Canadienne. Moi, c'est comme ça que je me disais, j'étais prête à tout. Ouais, c'est ça. Puis ça, je l'ai dit dans un des posts que j'ai fait, c'est que j'étais prête à tout sauf à ça, finalement. Wow. C'est que je m'étais tellement pratiquée. Toute notre vie, c'est difficile. C'est difficile d'être un artiste. C'est difficile. C'est drôle, j'avais cette discussion-là, justement, hier avec un autre artiste qui pousse très fort pour la France, puis il dit, je suis tannée, comment il a dit ça? Je suis tannée de beg, tu sais, de allez écouter mes affaires, s'il vous plaît. Oui. Puis on est habitué de faire comme, OK, je m'en vais à quelque part. C'est pas le lieu pour le style de musique que je fais. C'est pas le public, mais moi, te les prendre. Être baveux. Aller les chercher. Fait que, tu sais, on dirait que j'étais prête à ça, mais finalement, on est monté sur le stage, puis ça a fait... Puis j'ai fait comme, ben voyons. Et j'entendais dans la salle des gens qui savaient mes chansons par cœur. Puis j'ai fait... Mais ça se peut pas. Puis il y en a qui venaient me voir après le concert, mais je dis, pourquoi tu sais mes chansons? Ah non, mais moi, je suis venue me voir l'année passée aux Trois Baudets. Depuis ce temps-là, j'écoute tes chansons en boucle, j'y connais par cœur, mais je suis comme, c'est pas arrivé ici. Ce genre d'engouement-là, on l'a pas connu ici. Pensez-vous, vite de même, là, comme vous l'avez vécu un peu au Québec, un peu en France, pensez-vous que c'est le côté culturel, la population en général n'est pas habituée d'être aussi intense? Il y a plusieurs raisons. Plusieurs facteurs, mais... Oui, c'est pas pareil au Québec par rapport au style de musique qu'on fait, clairement. Puis les gens sont pas pareils ici. Là-bas, quand ils t'aiment, ils deviennent fans plus rapidement, on dirait. Puis là, ils vont aller écouter les chansons. Puis il y a une réaction différente du public français versus le public québécois. C'est vraiment différent. Une intensité momentarée ou c'est comme... Tu te souviens les années Star Academy, mettons, les premières années, à quel point on mettait les artistes sur un piédestal incroyable. Ben oui. Démesuré, selon moi, mais c'était ça pareil. J'ai l'impression qu'en France, on est encore dans cette... J'aime pas ça dire distance, mais dans ce respect-là, mettons. De... L'état d'esprit. T'es monté sur scène, t'as des... Je sais pas, il y a quelque chose de... Puis pour le meilleur et pour le pire, hein, dans les deux côtés, il y a du bon, il y a du moins bon. Comme les talent shows à l'école, que tu vois ceux qui vont faire les spectacles, là, puis là, t'es comme... Toi, t'as fait le spectacle de l'école? Excuse-moi, ma frère, ma petite sœur a fait un spectacle. Je me rappelle mais oui, il y a un peu ça. Il y a un peu cette notoriété-là, on va dire.
qu'on profite par moment. On essaie de profiter de ces opportunités-là, puis de se dire, tant mieux, en fait, il y a des gens. Mais moi, ce qui me touche vraiment beaucoup, c'est la fidélité des femmes en France. Ça s'achète pas, là. C'est incroyable comme d'avoir un public qui te suit autant à travers les années. C'est vraiment magnifique. On se disait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, que peut-être que si tout avait fonctionné encore plus comme on voulait ici, on aurait peut-être fait moins d'efforts vers la France. Peut-être que la vie s'arrange avec nous autres. Hein? Peut-être que c'est pour ça que ici, c'est pas exactement les résultats qu'on veut. On fait des beaux efforts par là-bas. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Je ne sais pas, on a peut-être encore des choses à découvrir des Français. Probablement. Mais quelque chose justement, côté écriture, as-tu écrit des textes avec des artistes français? Ça se passe-tu? C'est en cours. Faut pas que tu oublies Démesuré qu'on a fait avec... C'est vrai, absolument. Démesuré qui a été fait en collaboration avec un auteur, compositeur, interprète de là-bas qui s'appelle Terrier, qui est pas du tout dans la chanson, parce que tu sais aussi qu'en France, ce que je fais, c'est considéré comme de la chanson. Tu as de la variété française puis de la chanson. Cabrel Brassens, c'est un peu dans ce style. Mais en même temps, même le Clara Luciani, le Juliette Armanet, vraiment une chanson plus moderne, tu sais, avec des arrangements, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Puis il y a ça, tu sais, tantôt quand on parlait des... Pardon? Stromae aussi, genre, ça rentre oui, je pense. Mais j'attends de voir c'est quoi l'autre catégorie que tu vas dire. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as la chanson puis tu as la variété, mettons plus la variété qui est très, 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 très populaire. Moi, je te dirais que je vacille entre les deux, là, ça dépend des chansons. Mais tantôt, on se demandait, mais pourquoi, justement, là-bas, il y a une effervescence plus forte qu'ici? Déjà, de pouvoir catégoriser mon style de musique qu'on peut pas ici, parce que ici, on fait de la pop, mais la pop, c'est large. C'est vraiment large. Que là-bas, il y a vraiment une catégorie, ça prouve qu'il y a plus de gens pour l'écouter. Il y a plus... Je pense qu'il y a un peu ça aussi, le nombre de personnes. Clairement que ça influence quelque chose, là, genre dans les personnes qui peuvent te suivre justement régulièrement. Absolument. Oui. La populace aide aussi la population aide à créer un plus grand public. J'adore ce qu'on vient de parler, c'est vraiment le fun. On n'a pas parlé beaucoup d'Étienne, par contre. Puis Étienne, il y a une belle carrière aussi que j'aimerais ça qu'on mette en lumière un petit peu plus. Étienne, t'es il manque tous les trucs que tu as fait, mais non, c'est pas vrai. Tu es un musicien professionnel, directeur musical de concours, producteur musical, claviériste, bassiste, guitariste, chanteur des fois, ou non, faut pas. Accordéoniste aussi. Imposteur. Imposteur, chanteur. Tu es un producteur musical et qui a produit et accompagné des artistes tels, là, je le dis pour tout le monde ici, là, tels Jean-Pierre Ferland, Annie Villeneuve, Martin Deschamps, Jean-François Brault, Jérôme Couture, Jay Couture, Marie-May, Fanny Bloom, Simon Morin, Fred Dion, Megan Hawke, Jannick Fournier, bref, on pourrait continuer quand même longtemps. Comment tu as commencé ta carrière en musique pour te rendre où tu es là? J'ai aussi étudié. Imagine, genre, je sais pas si... T'as pas juste parti avec une bass à 4 ans, puis genre... Non, des fois, on n'en parle pas trop fort. J'ai un bac en jazz, j'ai un bac en piano jazz. En piano jazz, Puis, à partir de là, fallait que je gagne ma vie. Je la gagnais pas en jazz tant que ça. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans le jazz, malheureusement. Là, je jouais de la bass dans mon band. Tu as commencé à jouer la bass quand? Comment? En fait, il n'y avait pas de temps. Dans ce temps-là, à Sherbrooke, il n'y avait pas de temps de bassiste. OK. Puis moi, je tripais sur la bass aussi. Puis je m'en suis acheté une. Puis j'ai décidé que je commençais à jouer de la bass. Fait que j'ai appris. Je vais faire ça aussi. Fait que ça a super bien tombé là-dedans. Okay. Puis j'ai grimpé là-dedans tranquillement à finir mon bac, continuer de jouer pas juste du piano jazz, mais faire beaucoup de keyboard puis de choses dans des trucs externes ou juste piano. Un peu la shot normale de jouer d'un bar, faire du corpo, faire toutes sortes de choses comme ça, puis tomber dans des artistes un peu plus établis, la tournée Maudit Bordel avec Marie-Chantal dans ce temps-là. Marie-Chantal Toupin. Oui, Marie-Chantal Toupin. J'avais des amis dans le corpo qui en faisaient des artistes aussi, puis toutes sortes de choses. Fait que tranquillement, j'ai réussi à rentrer dans ça. Par contact de bouche à oreille. Exact.
Exact. Comme le marché fonctionne encore aujourd'hui. Complètement. Parlant de ça. Là. Complètement. Puis jusqu'à devenir directeur pour certains artistes, à faire des belles tournées de toutes les sortes des Rosec avec Annie Villeneuve, avec Jean-François Brault puis Marie-Ève Janvier, des super belles tournées, des choses comme ça. Jusqu'à temps, j'ai fait aussi la Place des Arts, ma première Place des Arts. Tu étais le directeur musical de la première Place des Arts, non? C'était JF Baudet qui était directeur. J'ai fait 7 ans là-bas à faire et le piano et tâches connexes, partitions, mix pour la télé, toutes sortes de choses. Vraiment, j'avais une grosse job pendant ce temps-là pour le concours, jusqu'à temps qu'arrive le tournant. Ouais. Le tournant, c'est le tournant pour nous, c'est le tournant pour moi aussi. Wow. Parce que j'ai fait un tournant rendu là où est-ce que j'ai dit, OK, là, c'est assez. J'avais le goût d'être partout au Québec, tout le temps. Ouais, beaucoup sur la route. Tellement. La route, ça épuise. Ouais. Fait que, tu sais, c'était au moins 60 000 km par année. Ouais. Fait que tu le comptes comme tu le veux, 60 000 km. Si tu roules à 100 tout le temps, ben c'est 2 mois par année. C'est 60 jours de ta vie, 10 heures par jour. J'aime les statistiques. Aïe. Paul Hood, merci. Merci, Paul. Mais tu sais, c'est 2 mois de ta vie à toutes les années à 60 000 km. Puis il y a des années que c'était plus que ça. Puis à un moment donné, je fais OK, c'est assez. Puis j'ai 0 reproche à personne à faire. J'ai des reproches à moi à faire. Je me suis rendu jusqu'au bout de mon rouleau à moi, jusqu'à temps de dire OK, là, c'est assez. On avait ouvert Oblique Records. Puis là, il est à l'heure que je revienne à la maison. Envoyé à la maison. Envoyé à la maison. Puis. Pourquoi il me regarde parce que ça, tu vois. C'est vrai, tu ne connais même pas la chanson de Jean-Pierre Ferland, Envoyé à la maison. Oui, mais c'est pourquoi tu me regardes moi? Parce que je suis retourné à la maison avec toi. Ah, d'accord, je comprends. C'est bon, parfait. Prends-le, c'est un compliment pour Lise. Pour s'occuper avec Amé de la maison de disques et aussi des folies comme faire l'école à la maison à notre fille. Incroyable. Et d'avoir le goût d'être plus en studio, créer plus. Moi, je le sais personnellement, mais vous avez un studio à la maison maintenant. C'est ça, donc vous accueillez des artistes, des gens qui viennent. On a toujours fait des folies, en fait. On accueille des artistes, mais je te dirais quand même, Élie, que principalement, c'est Étienne et moi qui est dans le studio. Vous deux, tous les jours. On a un espace de travail incroyable. Il est débile, je sais. Et des fois, on se dit, oh mon Dieu, on devrait faire pas de la pub, mais on dit, bon, on devrait le dire, mais après ça, on est comme... Non, ça te tente-tu? C'est parce qu'on a de la job, là. On a du travail, on avance, puis on en fait des nouveaux projets. Ça reste que c'est des projets que tu choisis, qui te font vibrer. C'est pas un studio de tu viens louer la place pour venir t'épier. C'est un studio de réalisation. Oui, de création. C'est un espace de création. Souvent, on invite des gens à collaborer pour Amélaouni, entre autres. Puis on s'assoit dans l'espace parce que t'es déjà venu au studio, mais c'est un grand espace de création avec la régie. Puis t'as un petit bout pour vocal, instrument unique et tout ça. Puis là, bientôt, on va recevoir une bête dans notre studio d'enregistrement. Une nouveauté. Un beau piano à queue. Et ça va être dans le grand espace, tu comprends? Fait que je nous imagine déjà, enregistrer du piano à queue sur nos prochaines créations, mais aussi juste s'asseoir et créer, être dans cet espace de création, faire comme, t'as peu, je vais aller comme... Wow. Puis le piano, il est directement là, il va être comme dans l'âme du studio, tu sais, fait que... Ça ressemble à, pour les gens qui savent pas c'est quoi, mettons, être travailleur dans un studio, être comme professionnel là-dedans, ça ressemble à quoi les odd jobs ou les choses autres que juste, mettons, les trucs de Amélaouni? Qu'est-ce que vous faites autre que ça, t'sais? Il y a plusieurs choses. Amé parle de collaboration. Tu sais, on reçoit des gens qui veulent écrire des chansons avec nous. Pour eux. Juste pour eux autres. Mais que toi, tu vas réaliser. Oui. Fait qu'on est là, on est 3, on est 4, on se prend une guitare, tu sais, tous les instruments sont là, on se prend une guitare, on va sur le piano, on part avec Amé faire des lances, des bouts de texte ou des choses comme ça. Mais ça peut aussi arriver que toi, t'es seul avec un artiste. Et moi, des fois, quand je peux prendre le studio, parce que j'ai quand même un espace à moi de création, c'est beaucoup plus petit, puis bon. Mais quand je peux utiliser, on en a parlé justement tout à l'heure, c'est que j'ai une journée de création la semaine prochaine, puis là, je disais à Étienne, tu pourras en profiter pour aller faire de la comptabilité. Comme ça, moi, je prendrais le studio pour créer avec le nouveau piano et tout. Donc, ça arrive qu'il y a des moments où est-ce que je suis seule dans le studio avec un artiste. Des fois, c'est Étienne qui est seul de son côté, puis des fois, on est ensemble. C'est vraiment... Mais oui,
oui, le studio, c'est un espace créatif. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est rare qu'on est là. C'est jamais qu'on est là pour aller écouter un film sur le grand écran. C'est pas ça qu'on fait là. C'est vraiment mixer des chansons, composer des choses, que ce soit justement pour des musiques de podcast ou des musiques de plein de choses. Avec la composition sur commande, mettons, pour des émissions radio, des jingles, du mixage aussi. Des fois, c'est juste du mixage. Des fois, on sort les guides électriques. Des fois, c'est juste un piano. Des fois, c'est complètement dans le computer où est-ce que là, ça va être de la programmation. Des fois, on s'en va avec des chanteurs. Il y a juste un chanteur ou une chanteuse qui va enregistrer des voix. Yannick Fournier, son dernier album est venu faire... Canada's Got Talent. En passant. Mais tu vois, Yannick est venu faire des voix au studio. On n'a pas touché aux instruments. C'est vraiment que les voix. Mais je dis que les voix, mais c'est quand même une pièce centrale, surtout quand on parle de Yannick Fournier. Oui. Parce que c'est vraiment la voix qu'on veut mettre en évidence. C'est pour ça qu'elle a gagné Canada's Got Talent. Exact. Mais ça a été super. Puis tu vois, mon ami qui est chez Universal... Ben c'est lui qui me dit moi je veux un espace non seulement avec des beaux humains mais en nature et tout ça, tu sais, pour le côté psychologique de la chose. Je pense que de se retrouver dans un lieu comme le nôtre où est-ce que tu as des grandes fenêtres, puisque tu vois c'est un champ avec une montagne. Comme pas dans le sous-sol à Montréal. Non, c'est ça, exactement, c'est lumineux. Donc tu sais il y a ça. Tantôt tu parlais de jingle et tout ça, on est un peu moins vers le commercial et tout ça, parce que c'est vraiment, comme je te dis, c'est de choisir ces projets-là. Puis on n'est pas en train de dire qu'on ferait jamais pour du commercial, mais il faudrait vraiment que l'idée elle soit originale, puis qu'on puisse sentir qu'on a créé, en fait, qu'on a créé quelque chose, qu'on n'a pas répondu à une commande. On a tendance à ne pas faire du gâteau Duncan Hines. On a tendance à faire des choses vraiment... Mais en passant, on adore le gâteau Duncan Hines. C'est pas ça, c'est juste qu'on sait que c'est pas nous. On ne serait pas heureux. Et si on parle de recettes et de faire la même recette tout le temps, on ne fait pas la même recette chez vous, c'est bon. Ouais. On parlait de... Je sens le temps qui nous échappe là. Vas-y. On parlait de nature, vous parlez de nature chez vous. Comme, pourquoi est-ce que vous êtes resté dans la région, puis est-ce que vous êtes attiré par la grande ville? Avez-vous déjà été attiré par la grande ville d'une certaine façon? Puis comme... Moi, j'ai déjà habité à Montréal pendant mes études. Puis, il y a un moment donné où est-ce que je suis reparti de Montréal et avec joie, mais je n'étais pas contre Montréal non plus. C'était le fun de Montréal. Là, on trouve, nous, que dans notre vie familiale, mais professionnelle, c'est comme un beau tout. On n'est pas trop loin, on n'est pas trop proche. On peut aller vite fait faire un meeting qu'on ne peut pas faire en visio. Parfait, on y va. On va aller à un lancement. Ben oui. Vous décidez de votre horaire aussi. Vous êtes comme à temps plein en musique, ce qui est quand même fou. Oui, ce qui est quand même... T'as raison. Déjà un exploit. Félicitations. Il faut s'en rappeler. Oui, c'est difficile de... Je me rappelle, je me pince ça tous les jours aussi. OK. Tu sais, puis la majorité, justement, étant indépendant en musique, la majorité de notre temps, on le passe à, justement, faire des chansons, être dans notre studio, tout ça. Toutes des choses qu'on ne pourrait pas faire à Montréal de cette manière. C'est pas vrai que c'est la majorité du temps, parce qu'on est quand même une entreprise. Et tantôt, quand on parlait de qu'est-ce qu'on faisait dans le studio, on a oublié de dire qu'on fait énormément de business aussi dans ce studio-là. Il y a de la business, mais ça fait partie pour moi, ça fait partie du grand tout. J'appelle ça de la musique. Si je peux pas faire la comptabilité des compagnies, puis de comprendre mes chiffres, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va, ben on peut pas continuer de faire de musique. Mais il faut que je me garde des jours complets pour faire de la musique aussi qui me font du bien puis qui font que je reste dans la musique. Puis au-delà de la comptabilité, la stratégie marketing, les suivis, je veux dire, c'est... réseau. Ah mon Dieu, c'est une entreprise. Comment vous gérez ça ensemble? C'est une de mes questions, comme la gestion, couple, business, famille. On est chanceux d'être deux, mais des fois, c'est un piège d'être deux. Il a fallu établir des bonnes balises solides parce qu'on se retrouvait à se coucher le soir puis on en parler jusqu'à temps qu'on ferme la lumière. Exact. C'est pas intéressant. C'est ça. Là, ça, c'est un cas de divorce à un moment donné, puis on veut pas se rendre. Pour ça, il faudrait être marié. Je dis ça comme ça. Bon. OK. Passons. Message passé. Non, c'est vraiment... C'est même pas un message passé. Elle peut passer le message tant qu'elle veut. C'est ça, la blague. C'est correct. Mais le point, c'est que... là, c'est moi qui viens de perdre mon idée. Je disais qu'il faut faire attention, mettre des balises pour pas
que pas empiéter faut sur le temps de famille, sur le temps de... Mais couple, ça fait quand même vraiment longtemps qu'on est ensemble, Étienne et moi, puis on a appris énormément à travailler ensemble. Okay. Au départ, ça a été comment travailler ensemble quand tu me demandes ça fait combien de temps? Ça fait plus que 15 ans. Ça fait 17 ans. 17 ans. Ouais. Wow, félicitations. Ouais. Merci. Alors là, vous êtes comme un vieux couple marié. C'est exact. C'est pas mal ça. En fait, on regarde tout ce qu'on a en commun. Une enfant, une maison, un studio, une compagnie, un build de carrière. On est comme, pour vrai, demain matin, s'il fallait démêler ça, ce serait aussi complexe. Là, hein? On n'a pas besoin d'avoir une bague dans le doigt pour que ça soit complexe. Mais tout ça pour dire que, oui, il faut très bien séparer les choses, se parler avec du respect. On réussit pas tout le temps à le faire. On est deux personnes très intenses, explosives par moments, mais je trouve qu'on évolue bien. Je trouve qu'on grandit bien avec le temps. Puis au départ, comme je te dis, c'est que ça a été... Avant la compagnie, même, il a fallu apprendre parce qu'on jouait ensemble. Fait qu'on était dans un band où est-ce que, mettons, Étienne, il pouvait me dire des affaires devant les autres. Moi, j'étais comme, pourquoi tu m'as parlé de même? Pourquoi tu m'as dit ça? Ou le contraire. Puis tu sais, fait qu'il a vraiment fallu apprendre à mettre... Tu sais, quand tu dis, tu mets tes gants blancs pour expliquer quelque chose à quelqu'un. Quand c'est ton chum ou ta blonde, tu mets 3 gants blancs. Tu comprends? Doublement, triplement, parce que la même façon que je parle aux autres, là, je peux pas parler à Amé de la même manière. Il fallait que ce soit encore 3 fois plus doux. Et vice-versa, je le dire. C'est pas juste moi qui prenais mal les choses. Je veux dire, il faut faire attention à ça. C'est tout. Faut juste faire attention en fait, on a appris, c'est très bien, on a appris tranquillement parce que quand on avait le studio à Sherbrooke, le studio était détaché de la maison. Donc, quand ça fonctionnait plus en studio, parfait. Amé prenait ses clics puis ses claques, elle retournait à la maison. Parfait. On avait de la distance, je continuais de travailler. Là, là, ça arrive plus. Tu sais, ça arrive plus. On n'a pas besoin de s'en aller chacun de notre bord. Le studio est dans la maison. Vraiment, quand tu rentres dans la maison, à la porte principale, tu as la salle à manger, tu as le salon, tu traverses le salon, puis il y a une porte. Puis là, tu montes les escaliers, puis t'es dans le studio. Puis c'est vraiment, c'est une annexe qu'on a fait construire il y a 2 ans. Puis t'as vraiment un garage en dessous, puis fait que t'es collé. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est ça. Mais en général, je te dirais que c'est pour le meilleur. C'est pas loin pour le café, mais c'est un peu proche pour mais il y a des moments où est-ce que, tu sais, mettons, je te donne un exemple aussi, tu sais, mettons, tu finis ta journée, t'es brûlé, puis là, tu dis, je vais aller me coller avec ma fille, là, devant une petite émission de télé. Mais là, t'as comme le client qui descend du studio avec Étienne, là, t'es comme, oui, salut. Tu sais, il y a comme des moments où est-ce que t'es comme, OK, mais en général... Mais tu vois, c'est des choses qu'on sait pas, c'est le fun à... c'est bon. En même temps, c'est un studio comme ça. C'est un studio où est-ce que quand on travaille tous les deux avec des clients, c'est le fun parce qu'ils restent à dîner. On va pas manger au restaurant. Il n'y a pas de restaurant si proche que ça de chez nous. On les invite à dîner. Toute la semaine avec Jannick, ça a été ça. Ça a été ça. On a fait à dîner toutes les... Ça fait tu racontes des niaiseries vraiment le fun. Oui, c'est le fun. Ça fait vraiment de quoi d'intime puis de personnel. Puis les gens deviennent que c'est chez eux. Puis ils vont chercher un verre, peu importe. La maison, t'es déjà venu chez nous, la maison est en bois, c'est comme un genre de chalet. Une maison ancestrale. Mais maison pièce sur pièce. Il y a vraiment quelque chose de... C'est ça. Oui, il y a de quoi de... On est bien. Alors, pour répondre à ta question, parce que ça a été une grande parenthèse... Pourquoi pas la région? Pourquoi la campagne plutôt que la ville? Moi, la ville qui me fait vraiment vibrer, c'est Paris. Tu sais, la fille est tellement snob. Mais non, tu sais, genre, moi, c'est pas ici, faut que je prenne l'avion pour... Non, mais le point, c'est que j'adore Paris. Ça se renverse aussi bien du verre blanc, du vin blanc, qu'un verre de thé. Mais tu vois, moi, ça serait un ou l'autre. Ça serait soit la grande ville ou la campagne. La grande ville. La grande ville de Paris. J'aime beaucoup... tu sais, il y a des moments où est-ce qu'on n'a pas... Je connais pas encore les... Excusez. Mais nous autres, on aime bien Pigalle juste pour le beat, en fait. L'effervescence. C'est très intense, en fait. C'est pas très propre dans tous les sens du mot. Mais ça te sort de ta campagne. Puis ça tombe qu'on était là assez souvent dans les 2 dernières années. Puis Montmartre, on montait dans Montmartre. Tu au spectacle, tu étais là-bas. Non, le Marais aussi, c'est vraiment... Là, le Marais, on est vraiment dans l'extrême. Le Marais, c'est le quartier gay de Paris, où est-ce qu'il y a des designers, puis des hautes coutures et tout ça. C'est magnifique, là. C'est magnifique, le Marais. Le fun. Mais c'est ça. Le point est trouver l'équilibre entre... Je pense que si on était en ville, en plus d'être aussi intense qu'on l'est dans la job puis dans tout ce qu'on fait, là, je pense qu'on pèterait. Sérieux. Là, la campagne nous ramène notre petite marche, nos choses qui ont l'air bien pépères, mais qui sont vraiment essentielles. Mais c'est un jardin cette année. Non, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Montréalais qui déménagent à Brossard. Là, tu comprends que c'est... Tu vois, moi, Brossard, pour moi, personnellement, puis c'est encore, c'est encore trop. Mais je suis très d'accord avec ça. Je suis tellement d'accord avec ça aussi, là, mais bref. OK. On va passer Next.
En tant qu'artiste, producteur et comme couple, famille, etc., avez-vous une routine de création établie ou est-ce que vous... C'est très varié. Okay. Puis on fait exprès, en fait, pour que ça le soit, parce que je trouve que ça amène des choses différentes dans la création. L'équivalent de composer ou de commencer une chanson au piano ou commencer à la guitare ou mettre une loupe de drum pour commencer. Mais mettons, c'est un peu la même que je voulais donner par rapport à ça, c'est que ça peut arriver que moi, de mon côté, j'ai une idée, puis je me fais une espèce de petite maquette très sommaire, mais que moi, je me comprends qu'un petit beat, là, puis une couple de lignes de bass là, faites au piano. C'est bon juste dans ta tête, c'est... Oui, mais même pour Étienne, il comprend où est-ce que je m'en vais. Ouais. Là, j'arrive et là, j'y envoie ça. Okay. Puis souvent, Étienne me dit, envoie-moi ta voix toute seule, parce que la chanson est au clic. Là. Bon, ça, c'est un langage de musicien. Et ça à grid. La chanson est au clic. Et là, Étienne peut déjà d'emblée partir avec ma maquette vocale, puis ce que j'ai fait pour construire quelque chose. Évidemment, après ça, je m'en vais faire mes vraies voix quand c'est le temps de le faire, mais au moins, ça lui donne comme des outils pour partir. Ça arrive aussi dans le sens inverse, où est-ce que Étienne me fait une prod d'instrumental, aucune mélodie, aucune parole. Puis il m'envoie cette prod-là, des fois qui s'en va jusqu'au refrain 1, exemple. À peu près, genre, Puis là, moi, que tu penses construis... que c'est un refrain, mais que t'es pas sûr qu'elle a... Ouais, c'est ça, oui, c'est vrai que des fois, on est surprenant. Ça peut très bien changer. Je parle en tant que producteur aussi, là, mais... Fait qu'on le fait vraiment... On essaie vraiment... Puis c'est pour ça aussi qu'on aime ça, avoir des collaborateurs. Des fois, c'est challengeant d'avoir des collaborateurs parce qu'on a une idée. Puis là, on est comme, OK, dans l'univers de l'autre, OK, lui, il s'en va de même. Mais c'est important de se challenger parce que je pense que c'est comme ça que ça devient riche. Des fois, c'est pour affirmer ou infirmer des choses. De dire, ben finalement, non, moi, j'aime pas ça travailler de même. Mais au moins, il faut le tester. Faut que tu le saches. Fait qu'on aime ça. On essaie vraiment que ça reste varié, la façon de créer. Ouais. Puis on est dans un espace, en ce moment, dans où est-ce qu'on en est avec la musique en général. Ça nous tente de faire plus de chansons, puis d'essayer plus de choses encore, d'ouvrir encore. On n'est pas rendu... pas qu'on n'est pas rendu, peut-être qu'on ne sera jamais rendu là, mais on n'en est pas à rétrécir le champ, on est à élargir le champ encore. Le champ musical, le champ du public, le champ de tout. Ben, le champ musical fait en sorte d'élargir potentiellement le champ du public. Parce que là, justement, avec le piano à queue, mettons, qui va rentrer, bien certainement, ça va nous tenter de faire des choses avec ça. Ça va nous tenter de composer différemment. Ça va influencer plein de choses. C'est aussi niaiseux que j'ai fait réparer une de mes vieilles guitares classiques, puis que là, je trippe, puis qu'on a fait justement une vidéo hier avec ça. Étienne, on a fait la version de démesuré acoustique. Démesuré acoustique aussi, c'est bien trop vrai. Avec la guitare acoustique. Ça prend, c'est ça, ça prend des genres de folie comme ça qui nous amènent à vouloir ouvrir. Puis tous les chemins mènent partout, c'est ça. Oui, puis en plus, c'est qu'on peut... Comment je te dirais ça? Ouais. Là, des fois, on rétrécit le champ, puis là, on veut pas aller dans... Non, on pourrait aller dans plein de directions. Pourquoi ne pas aller dans plein de directions puis faire des choses folles? Si je me rappelle des petits articles que j'ai lus sur justement sa couleur puis le tournant, c'était comme classé comme du EDM, du Electronic Dance Music francophone. C'est très, très, très précis. Là. On s'entend que genre, c'est vraiment niché. Là. On est dans la même catégorie que Skrillex puis des affaires même, c'est du EDM, mais là, on parle de ma mémoire, de ce que je me rappelle de tous les albums que j'ai écoutés. Le dernier est très organique. Il y a beaucoup d'instruments réels qu'on entend par-dessus les synthés. C'est comme... Là, je comprends un peu plus ce que tu veux dire, mais... C'est l'espèce de trouver une recette intéressante. Moi, je dis toujours, chaque artiste qui rentre au studio, il faut trouver l'épice particulière de cet artiste. Moi, j'ai pas une banque de loop ou une banque de kick ou une banque de... Moi, je vais trouver l'épice puis la manière qu'il faut qu'on le fasse. Puis c'est en étant ensemble. Puis l'épice à Melaoni, on l'a discuté, on l'a pensé, on l'a travaillé, puis on a été vers quelque chose. Puis à mesure qu'on avance, on s'en va quelque part, tu sais. Ça me mène un peu à ma question presque finale, mais c'est quoi le but final de vos carrières musicales? Ah, tu parles du leg. Ouais. C'est drôle que tu dis ça. Non, mais moi, j'aime ça, l'appeler comme ça, oui, parce que c'est quelque chose qui je sais pas, qui m'anime beaucoup ces temps-ci à penser c'est quoi le leg que j'ai envie de laisser. Je pense que... en fait, c'est quelque chose qu'on se parle beaucoup, mais c'est difficile à mettre des mots dessus. Déjà, dans ce qu'on jasait tantôt,
Tu parlais de juste aujourd'hui récupérer le maximum de plaisir à faire ce qu'on fait. Dans le moment présent. Dans le moment présent, de trouver une manière, parce que tout le monde le dit, bon, nous autres, on le dit pas tant, mais c'est un peu la réalité quand même. C'est un métier difficile. Vraiment. On vit des montagnes russes d'émotions. On vit plus d'émotions en une semaine que la plupart des gens en un an, c'est sûr. Fait imagine qu'on n'a pas de plaisir, Élie. Si on n'a pas de fun, que ça sert à quoi? C'était un peu si ça, t'es brûlé je pense comme t'étais là, en 2018. Exact. Si t'es brûlé comme ça te donnera pas du tout le goût de faire de la musique. Okay? J'ai passé 1 mois à regarder un peu le mur, assis sur le divan, en ayant peur, parce que j'étais brûlé puis que je savais pas où est-ce que je m'en allais puis que le calendrier se vidait, mais je regrette-tu? 0. Mais moi, je pense que je vais avoir un meilleur leg à cause de ces moves audacieux-là. Puis, tu n'as pas eu besoin de faire des moves si audacieux pour toi. Je trouve que tu as l'impression de ne pas savoir c'est quoi le leg que tu veux laisser. En fait, ce que je veux dire, c'est que en ce moment, on a déterminé un peu c'était quoi nos objectifs. Puis ça nous a vraiment permis, justement, de se placer dans ça va être quoi notre moment présent par rapport à ces objectifs-là. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que, parce qu'on nous a posé la question il n'y a pas longtemps, avez-vous envie de faire un numéro 1 en France? On est comme, ben ouais, on a envie. Ah ouais? Avez-vous envie de faire tous les efforts et les sacrifices que ça va demander pour vous rendre au numéro 1? Et la réponse a été non. Parce qu'au final, je pense que j'aimerais ça avoir un numéro 1, mais que ça arrive un peu genre, ouais, la personne, elle écoute ta musique comme elle a été pensée, comme elle a été vraiment comme créée, puis que ce diffuseur-là, dans cette radio-là, te dise, ben oui, moi, je la place exactement comme elle est. J'ai pas envie de la mettre dans la machine radiophonique pour que... J'ai pas envie de ça, puis je suis pas en train de juger ceux qui le font, vraiment pas, parce qu'il y a des gens que ça fit, et c'est en corrélation avec leurs valeurs profondes, et c'est parfait comme ça. Respect pour tout ça. Parce que des fois, c'est le contact avec une masse, c'est ça la valeur de la personne, puis c'est ça que la personne veut aller chercher. Nous, ça on aura rien envie... à ces personnes-là. Absolument pas. C'est tellement d'efforts aussi. Là. On aura envie de connecter avec une grande masse de gens. Mais on se rend compte que le leg qu'on a envie de laisser, c'est de penser la musique différemment, penser la pop, amener notre idée à nous. Donc, si cette idée-là, elle est défaite pour se rendre à l'objectif, ça sert à rien pour nous. Je sens pas qu'on va avoir fait comme ce qu'on avait envie de faire, tu comprends? Ben oui. Puis moi, quand je suis sur stage... Tu peux pas te dénaturer. Puis qu'on fait les... Non, ben oui, c'est exactement ça, t'as raison. Mais quand on est sur stage, puis qu'on fait... On dit, OK, on s'en va là, puis on lead les gens. C'est cette liberté-là, en fait. Moi, je veux garder cette liberté-là. Mais on essaie humblement de faire... Ça l'aise. C'est un gros mot. De faire évoluer la musique d'une certaine manière. Amener des choses neuves, amener... Tu sais, des fois, c'est des petites choses neuves. C'est amener des textes incroyables dans une musique dansante parce qu'on n'est pas habitué d'avoir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est d'amener un nouveau mélange d'organique avec de l'électronique, avec tout ça. Pourquoi on a tout ça? Parce qu'on a une maison en campagne, qu'on a décidé de le faire. Tu sais, tout est dans tout. Oui, tout influence tout, dans un sens, c'est très vrai. Puis là, si on ramène du beau bonheur puis du plaisir au quotidien dans notre métier, pas qu'on n'en a pas, on veut juste se rappeler que ça va bien, que c'est beau, qu'on a du fun, que parfait. Ça va nous aider à créer la matière qui va être le leg final de tout ça. Est-ce qu'on va avoir eu la grosseur de carrière dont on a rêvé quand on était plus jeune? Je le sais pas. Peut-être. Que je rêve encore aujourd'hui à mon âge. Mais le point, c'est que c'est vraiment, mettons, tu regardes qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance. Puis ce qui pèse le plus dans la balance, c'est vraiment d'avoir du fun. D'être bien. De sentir que ce que je livre comme chanson, ça me ressemble dans le moment que je l'ai créé. Wow. Puis que je sens que je suis en train de faire une petite différence dans mon monde, dans le monde de certaines personnes. Puis tant mieux si ça a un impact incroyable, mais ça aura été avec de l'intégrité. Parce que sinon, je sens pas que le message, ça sera pas le bon message, en fait, pour moi. On est deux là-dedans aussi. Tu sais, si la pression, le stress, peu importe quoi, vient qu'à trop gruger Amé, moi, sérieusement, le but, c'est qu'elle soit bien et qu'elle soit heureuse. Ça se peut qu'on cale les shots bien différemment. Moi, j'ai pas de problème. Si moi, j'ai plus de fun,
j'aurai plus de fun, puis je vais aller jouer au golf à la place, ça me tentera plus de faire de la musique, tu comprends? Clairement. Je veux dire, j'aime mieux... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, puis c'est le fun pour ça, parce qu'on se donne de la latitude là-dedans. Quand moi, j'ai fait le move de mettre de côté toute la tournée, puis ce qui me faisait gagner le plus d'argent, ben Amé, elle n'a pas eu peur. Puis moi, j'aurais pas peur qu'il arrive quelque chose puis qu'Amé décide de faire un move quelconque. Je veux dire, il faut qu'on reste ensemble, à deux, à avancer de cette manière-là. Si on n'avance pas à deux en étant bien puis en ayant du fun, ça, pour moi, ça vaut pas vraiment la peine. Là, c'est magnifique. C'est vraiment un beau message pour terminer. Je vais arrêter là. J'ai plein de questions encore, mais je pense qu'on va se garder du temps pour un autre épisode. Saison 2. Saison 2 de Quel Artiste. Merci Amé Lahoney, merci Étienne d'avoir été là. Mon pote. C'était un grand bonheur. Écoutez, mais merci vraiment d'avoir pris le temps d'être là puis de nous expliquer un peu votre vie, votre carrière et qui vous êtes. Vous avez écouté Quel Artiste, premier épisode. Je suis Élie Gagné. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.